Imaginez un peu. Chaque jour, des morceaux entiers de la croûte terrestre plongent littéralement dans les profondeurs de la Terre, pour disparaître à tout jamais. C'est l'histoire de cet incroyable voyage qu'on va suivre aujourd'hui. Alors on va suivre le parcours de cette plaque tectonique en 5 grandes étapes. On va voir comment un océan peut mourir, comment la roche se transforme sous une pression folle, le secret derrière les volcans les plus explosifs, ce qui se passe quand 2 continents se rentrent dedans, et enfin, comment les géologues lisent les cicatrices que tout ça laisse sur notre planète. C'est parti ? Bon, première étape, le destin d'un océan. Tout commence par une question un peu dramatique mais essentielle. Pourquoi une plaque océanique est-elle en quelque sorte condamnée dès sa naissance à replonger un jour dans les profondeurs de la Terre ? Ce processus, ça s'appelle la subduction. Et franchement, ses effets sont spectaculaires. C'est le moteur de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Rien que ça. C'est une zone où on trouve, tenez-vous bien, plus de 75% des volcans actifs du monde. Et les séismes qu'on voit ici sur le schéma, eh bien, ils ne sont pas là par hasard. Ils suivent la plaque qui s'enfonce. C'est ce qu'on nomme le plan de Wadati-Benioff. Alors, pour bien comprendre, il faut faire connaissance avec le personnage principal de notre histoire, la lithosphère océanique. C'est la partie rigide, la peau de la Terre sous les océans. Et sa vie, elle commence à un endroit bien précis, au niveau des dorsales médio-océaniques, ces immenses chaînes de montagnes sous-marines. Ok, imaginez un peu le cycle de vie de cette plaque. À sa naissance, près de la dorsale, elle est toute chaude et donc plutôt légère. Mais en s'éloignant de sa source de chaleur au fil des millions d'années, elle se refroidit, elle s'hydrate et surtout elle devient de plus en plus dense. Et là, il y a un point de bascule. Un moment où sa densité dépasse celle du manteau juste en dessous. Et c'est là que tout est joué. Ce gain de densité, c'est ce qui scelle son destin. Elle est devenue trop lourde et elle va inévitablement commencer à couler. Voilà, notre plaque a commencé sa longue descente. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment quand elle plonge dans cet environnement de pression absolument extrême ? Eh bien, c'est là qu'on aborde un concept super intéressant en géologie, le métamorphisme. Et là, attention, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. On pourrait penser que la plaque, en s'enfonçant, va simplement fondre. Mais pas du tout. En réalité, elle ne fond pas. Elle se transforme, à l'état solide, sous l'effet de cette pression gigantesque. Pour visualiser cette transformation, les géologues ont un outil génial, ce genre de diagramme. On l'appelle un diagramme pression-température ou PT. Il faut le voir un peu comme une carte météo, mais pour les roches. L'axe vertical, c'est la pression, donc en gros, la profondeur. Plus on descend, plus ça monte. L'axe horizontal, c'est la température. Chaque zone de couleur représente un climat ou un certain type de roche est stable. Pas besoin de retenir les noms, l'idée c'est juste de voir que selon où on se trouve sur la carte, la roche n'a pas du tout la même tête. Et ce voyage à travers la carte, il se fait en plusieurs étapes clés, avec à chaque fois une nouvelle roche signature. Au départ, on a ce qu'on appelle un schiste vert. Puis, à mesure que la pression augmente, il se transforme en schiste bleu. Et enfin, quand on atteint des pressions vraiment extrêmes, on obtient de l'éclogite. C'est comme si notre roche changeait d'identité à chaque nouvelle étape de sa plongée. Maintenant, si on superpose le trajet de notre roche sur cette carte, ça devient limpide. Regardez la flèche rouge, elle montre exactement le chemin parcouru. La roche part du domaine des schistes verts, traverse celui des schistes bleus et termine sa course dans le domaine des éclogites, là où la pression est maximale. La chose vraiment importante à retenir ici, c'est que c'est la pression, l'augmentation de la profondeur, qui est le moteur principal de cette transformation, bien plus que la température. Bon, on a vu que la roche se transforme, c'est bien beau, mais quel est l'impact de tout ça ? Eh bien, il est absolument énorme. Cette transformation a une conséquence spectaculaire. Elle va permettre la création de magma. C'est ça, le secret des volcans des zones de subduction. Ok, la roche change. Elle devient du schiste bleu, de l'éclogite. Mais en quoi est-ce que ça change quelque chose ? Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, la réponse est la clé de tout le système volcanique associé. Et voilà la clé. Cette transformation minéralogique, c'est exactement comme si on pressait très fort une éponge gorgée d'eau. En changeant de structure sous la pression, les minéraux sont obligés de relâcher, d'expulser l'eau qu'ils contenaient. C'est une déshydratation forcée. Et cette eau, que devient-elle ? C'est là que tout se joue. Elle s'échappe de la plaque et vient s'infiltrer dans le manteau juste au-dessus. Ce manteau, il est hyper chaud, mais il est solide. Et l'eau, elle va agir comme du sel qu'on jette sur de la glace en hiver. Elle va abaisser radicalement son point de fusion. En gros, elle le rend fondable. Ce graphique illustre ça à la perfection. Regardez à gauche, c'est la roche du manteau, la péridotite quand elle est sèche. Même à haute température, elle reste solide. Maintenant, regardez à droite. On ajoute l'eau qui a été libérée par notre plaque.
Et là, miracle, la courbe de fusion s'effondre. La roche commence à fondre, pas parce que la température a augmenté, mais simplement parce qu'elle a été hydratée. C'est comme ça que le magma est créé. Et voilà, le puzzle s'assemble. L'eau s'échappe de la plaque qui plonge, elle hydrate le manteau situé juste au-dessus, ce qui le fait fondre partiellement. Ce nouveau magma, qui est moins dense que la roche qui l'entoure, va tout naturellement remonter vers la surface et paf, ça donne les volcans typiques des ondes de subduction. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que ce n'est pas la plaque qui plonge qui fond, mais bien le manteau au-dessus d'elle grâce à l'eau qu'elle a libérée. Et ce magma-là, il n'est pas comme les autres. Il est très riche en silice, ce qui le rend super visqueux, un peu comme du miel très épais. À cause de cette viscosité, les gaz ont beaucoup de mal à s'échapper. La pression monte, 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 et quand elle est finalement libérée à la surface, ça donne des éruptions particulièrement violentes et explosives. Bon, jusqu'ici, notre plaque océanique a fait son bonhomme de chemin, en plongeant. Mais une plaque océanique, ce n'est pas infini. Alors que se passe-t-il quand tout l'océan a été avalé? C'est le moment du bouquet final, la collision continentale. Oui, la subduction a une fin. Tôt ou tard, le morceau de continent qui était transporté par la plaque océanique arrive à la zone de subduction. Et là, que se passe-t-il quand deux masses continentales se retrouvent nez à nez? Alors là, le jeu change complètement. À gauche, on a la situation classique. La plaque océanique, dense, qui plonge. Mais à droite, c'est le face-à-face entre deux continents. Et la croûte continentale, il faut l'imaginer comme un énorme bouchon de liège. Elle est beaucoup trop légère pour s'enfoncer dans le manteau. C'est physiquement impossible. Du coup, au lieu de plonger, les deux continents vont se rentrer dedans, se plisser, se fracturer, comme deux voitures dans un accident frontal. Ce processus spectaculaire, ça a un nom. C'est l'orogenèse, ou plus simplement, la formation des montagnes. Les forces de compression sont tellement colossales que la croûte s'épaissit de manière incroyable, créant les plus grandes chaînes de montagnes du monde, comme l'Himalaya. Fini le volcanisme actif, place à la construction de reliefs gigantesques. Toute cette saga, de la subduction à la collision, laisse évidemment des traces, de véritables cicatrices sur la surface de la Terre. Et pour finir, voyons un peu comment les géologues jouent les détectives pour lire ces cicatrices et reconstituer toute cette histoire. En fait, c'est comme sur une scène de crime. Il y a des indices qui ne trompent pas. Si on observe une fosse océanique très profonde, un chapelet de volcans explosifs, et qu'on retrouve des roches de haute pression comme les schistes bleus, alors pas de doute, on est sur une zone de subduction active. A l'inverse, si on a une très haute chaîne de montagnes sans volcan actif, mais avec des roches complètement pliées et cassées, c'est la signature indéniable d'une ancienne collision entre continents. Finalement, chaque chaîne de montagnes est comme un livre ouvert qui raconte une histoire de fermeture d'océan et de collision. Et tout ça nous amène à une dernière pensée assez vertigineuse. Ces mêmes processus, ce grand cycle de création et de destruction, sont en train de se dérouler en ce moment même sous les océans. Ils dessinent, très lentement mais sûrement, le visage que la Terre aura dans des dizaines de millions d'années.